Voilà, chers amis, bonjour. Je suis heureuse de vous accueillir, tous ceux qui nous ont fait l'amitié de venir et qui sont dans la salle et naturellement ceux qui sont en ligne. Nous sommes, vous le savez, dans cet endroit très, très symbolique qui est l'Agora du Conseil de l'Europe. Et nous sommes, avec Elena Courtopassi, heureuses de de travailler sur une thématique qui est axée sur deux dimensions des droits humains, toutes deux liées à l'actualité politique et nationale et mondiale, et l'une sur les évolutions du fonctionnement du système de santé et l'autre sur l'inclusion et le développement durable. Alors, je suis heureuse d'accueillir des intervenants de haut niveau et qui ont accepté de venir nous présenter leurs travaux, parfois dans des temps records. Vraiment, merci. Et je voudrais saluer dans l'ordre l'intervention de Laurence Wolf, qui est chef de la division droits humains et biomédecine du Conseil de l'Europe, avec qui nous entretenons une collaboration continue pour nous, en tout cas, très, très, très efficace. Et Laurence Deller, qui est journaliste et qui est réalisatrice d'un documentaire qui a été exceptionnel, qui a été diffusé sur Arte, dont vous avez eu le lien et qui est intitulé Hold up sur les vieux. Alors, nous aurons aussi des experts de la commission, des experts médecins, Youssef Gabani, qui est en ligne, que vous apercevez, qui est médecin gériatre, qui nous parlera de l'action en France et en Hongrie, Mary McHugh, qui est là-bas, et qui, elle, est néphrologue anglaise et qui nous parlera aussi de la situation en Angleterre et ailleurs. Thierry Mathieu, qui va être aux premières loges parce que certains aspects des textes que nous allons voir ont touché son action passée. Il est médecin inspecteur général de santé publique. Et puis d'autres médecins sont en ligne et naturellement, qu'ils n'hésitent pas à intervenir pour nous faire part de leur expérience et de leurs réactions. Alors, Elena Courtopassi pilotera avec sa double casquette d'experte et de vice-présidente la deuxième partie de la réunion liée à l'inclusion et aux travaux européens. Elle fera intervenir des chercheurs partenaires et experts de notre comité, Oscar Zanuto de Trévise, qui est, je crois, en ligne, absolument, qui est fidèle et précieux expert auprès de notre comité, le professeur Maddalena Hilario de l'Université Frédéric II de Naples, Karina Dantas, qui est directrice chargée de l'innovation à Caritas Coimbra, au Portugal, et qui est présidente de Cost Action, mais voilà, et Willeke van Staldeinen des Pays-Bas, qui est présidente d'AFE-DEMI. AFE veut dire Age Friendly Environment, organisme dédié à la mise en œuvre d'environnements adaptés aux personnes âgées au niveau local, régional ou national dans les pays européens. Alors, soyez tous les bienvenus. Lors de cette rencontre, nous allons aussi, si nous le pouvons, et je compte beaucoup sur votre contribution, recueillir vos avis sur deux événements qui seront le prochain Forum urbain mondial pour lequel nous avons été sélectionnés. L'un de nos side events a été retenu. Et également sur la COP29, où on sait qu'il y a beaucoup à dire, en particulier de la part du Conseil de l'Europe, Azerbaïdjan étant un État membre du Conseil de l'Europe, et bon, là, il y aura aussi à dire. Alors, notre premier point, vous avez vu, c'est un besoin urgent de nouveaux modèles face aux défis démographiques, économiques, sociaux et de santé. Alors, ce sont des défis pour les États membres. Laurence chef, ainsi que je le disais, de la division droits humains et biomédecine. Elle est secrétaire du CD Bio dans les domaines de biomédecine et de la santé du Conseil d'Europe. Elle a accepté de nous présenter l'analyse prospective en cours du Conseil de l'Europe en matière de droits humains en biomédecine et santé. Laurence est une personnalité un peu hors norme, elle, dans cette maison, puisqu'elle me permettra de rappeler si elle est compétente en droit international et cette compétence lui est reconnue, elle est aussi agronome, si je ne me trompe pas, cavalière, ça, on le voit quand on la suit sur les réseaux sociaux, et docteur en biologie moléculaire. Elle a été secrétaire de la conférence internationale sur les questions éthiques soulevées par les applications de la biotechnologie, organisée par le Conseil de l'Europe en 99 à Oviedo. Donc, elle suit de très très près la convention d'Oviedo qui lui doit certainement
quelque chose. Et on lui doit, nous, bien des engagements et des avancées considérables du Conseil de l'Europe dans le domaine. Voilà, alors maintenant, je vais lui donner la parole, Laurence. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je vous prie de m'excuser, j'ai une voix un petit peu affectée par un rhume. Euh, je vais partager ma présentation avec vous. Bien, donc comme l'a précisé Anne-Marie, je vais vous présenter un travail d'analyse prospective qu'a entrepris le comité directeur pour les droits humains dans les domaines de la biomédecine et de la santé, qui est le comité intergouvernemental qui, au Conseil de l'Europe, s'occupe de protection des droits de l'homme dans le domaine biomédical. J'en profite pour souligner le fait que la conférence des OING est invitée systématiquement à toutes les réunions plénières de ce comité et que malheureusement, depuis quelque temps, nous n'avons plus de représentants de votre conférence. J'espère que ça peut être éventuellement, on peut pallier à ce manque parce qu'encore une fois, il me semble que la conférence est un lien avec la société civile qui est particulièrement important dans le contexte de nos travaux et d'une façon générale. Actuellement, ce comité travaille dans le cadre d'un plan d'action stratégique sur les droits de l'homme et les technologies en biomédecine qu'il a adopté en 2019. Et comme vous le voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce plan, mais ce qui frappe surtout, c'est que ce n'est pas une approche thématique, mais une approche transversale qui reflète les préoccupations des droits de l'homme qui ne sont pas forcément attachés à un domaine technologique ou une pratique particulière, mais que l'on va retrouver à travers un ensemble de domaines. Donc, ce plan actuel est organisé autour de 4 grands piliers: la gouvernance, l'équité, l'intégrité et la coopération et la communication, qui est un plan transversal. Ce plan arrive à expiration en 2025, donc à la fin de l'année prochaine, et le comité a déjà entrepris la préparation de son nouveau plan d'action stratégique qui couvrira la période de 2026 à 2030. Dans ce contexte, il a procédé déjà à un certain nombre d'initiatives et notamment l'envoi d'un questionnaire à l'ensemble des comités nationaux d'éthique des États membres du Conseil de l'Europe et des institutions des droits de l'homme dans ces différents États. Le résultat de ce questionnaire auquel nous avons eu la chance, les États membres étaient invités, également les observateurs, et la conférence des OING a répondu à ce questionnaire. Donc, à travers les éléments que je vais vous donner, les réponses qui ont été apportées, notamment par votre commission, ont été prises en compte. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que ces réponses seront examinées dans le détail pour la suite de cette préparation. Par ailleurs, le comité a également organisé une réunion avec des experts et des leaders, thought leaders, des leaders dans leur domaine, venant de pays du Conseil de l'Europe, mais également en dehors, le 3 avril dernier. Et encore une fois, les échanges qui ont eu lieu lors de cette réunion ont été combinés aux résultats du questionnaire pour publier un rapport de consultant qui maintenant est présenté au comité directeur, hein, et ce qui sera la base pour la définition des actions prioritaires que devra mener le comité directeur. Qu'est-ce qui ressort? Alors, il y a 2 axes hein, essentiels qui ont été suggérés dans le questionnaire. Tout d'abord, les développements technologiques qui semblent prioritaires au regard de leurs enjeux pour les droits de l'homme. Je vous rappelle encore une fois que on est vraiment dans la protection des droits de l'homme, donc c'est ce critère-là qui préside à la définition des priorités. Et puis un autre axe qui est celui de l'évolution des pratiques. Le développement technologique, ce qui ressort, si on doit faire 2 grandes catégories d'axes prioritaires et qui ressort du questionnaire et de la discussion lors de cette réunion du 3 avril, c'est la digitalisation de la santé avec l'impact de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la télémédecine, d'une part, et d'autre part, les biotechnologies avec les technologies de modification du génome humain. Vous avez peut-être entendu parler de la technologie CRISPR-Cas qui s'affine de plus en plus, mais également la constitution d'organoïdes qui sont censés représenter des modèles mimant certains organes humains, y compris d'ailleurs des embryons. Donc ce sont les 2 grands pôles qui ressortent de cette enquête sur les domaines prioritaires en matière de droits de l'homme sur lesquels devrait se pencher le comité.
En matière d'évolution des pratiques, 3 grands axes. La recherche biomédicale, qui n'est pas véritablement nouvelle, mais qui évolue beaucoup dans la façon dont elle est mise en œuvre, avec, et on le verra un peu plus tard, l'idée que on a besoin d'adapter l'éthique de cette recherche à son évolution, notamment avec une recherche qui s'appuie de plus en plus sur des données. Et encore une fois, les données relatives à la santé sont des données à caractère personnel particulièrement sensibles. Les interactions avec la société, on peut même dire qu'on voit un déplacement de la recherche du laboratoire vers la société elle-même, l'importance de la participation des parties prenantes, leur intégration dans la réflexion autour de la recherche. Et ce qui est soulevé également, c'est le manque d'outils de suivi en matière d'intégrité de la recherche. Autre axe important, les questions qui touchent le vieillissement. Ça répond à une évolution démographique et également à une nécessité d'approche holistique de cette notion de vieillissement, l'engagement du public et de façon intéressante, l'idée que la notion de vulnérabilité qui est souvent attachée à la question de vieillissement est un peu remise en question, considérant que cette notion-là qualifie un groupe de personnes extrêmement hétérogènes, qui ne sont pas forcément toutes en situation de vulnérabilité, en tout cas que l'idée d'avoir une approche monoïdéique, je dirais, de cette problématique n'est pas forcément pertinente, même s'il y a des questions qui se sont soulevées et qui touchent malheureusement un certain nombre de personnes, et je pense qu'on le verra dans la suite de cette conférence. Enfin, la question de la réforme des systèmes de santé et de l'impact des modèles de financement sur la possibilité d'une approche préventive que l'on cherche à développer dans le domaine médical. Le rôle des technologies médicales, est-ce que on peut véritablement trouver des solutions pour alléger la charge de travail des professionnels de santé à travers ces technologies ou pas? La nécessité d'assurer l'équité, et ça c'est un point extrêmement important qui a été soulevé. Nous avons actuellement beaucoup d'inéquités dans certains domaines. Le risque avec l'évolution et notamment l'évolution technologique intégrée dans les systèmes de santé, et éventuellement que ces inéquités-là soient mises de côté, voire même accentuées par l'intégration de certaines technologies dans ce système. Et il faut garder un regard critique là-dessus. Et enfin, a été soulevée également la question de l'accès des soins de santé aux soins de santé des migrants. Puis vous voyez dans ma diapositive, j'ai évoqué en italique d'autres sujets qui sont apparus dans le questionnaire de façon plus, je dirais, avec un consensus moins fort, mais qui sont très importantes également. Les questions de santé touchant les enfants et les adolescents, je pense que la crise de la Covid a aussi soulevé en la matière sur des questions de santé mentale euh, concernant les enfants et les adolescents qui a remis à l'ordre du jour ces problématiques. Les technologies de la reproduction, même si on constate une difficulté à obtenir un accord au niveau européen autour de ça, avec une offre très importante et une commercialisation de cette offre également importante. Une migration des professionnels du soin depuis les pays à développement économique faible vers les pays à fort développement économique. Et puis, les questions de préparation dans un contexte de crise avec l'accès aux soins et aux données. Et là également, l'expérience de la Covid, où tout le monde a évoqué le fait qu'il fallait se préparer et apprendre des leçons que l'on peut tirer de cette expérience-là. Et on voit cela un petit peu s'éroder, je dirais, dans l'évolution des pratiques actuelles. Dans les enjeux généraux qui ont été évoqués dans cette enquête, l'on voit apparaître un certain nombre de points saillants sur la nécessité de réaffirmer la synergie entre droits humains et progrès. L'idée qui est celle d'ailleurs du Conseil de l'Europe, que en intégrant la réflexion sur les droits humains dès le départ dans la gouvernance des technologies, dans le fonctionnement des systèmes de santé, on répond à des préoccupations concernant notamment les situations d'abus ou de violation de ces droits. Et à travers cela, on promeut ce qui est véritablement un progrès, notamment pour la santé humaine. Et il est important que cette perception soit mise en avant. Trop souvent, la question des droits de l'homme, des droits humains étant perçue comme un frein au progrès. Là encore, on peut discuter. On a une sémantique autour des notions d'innovation, de progrès, qui est souvent assez commerciale. C'est-à-dire qu'une innovation, c'est une nouveauté qui a trouvé un marché, ce qui n'est pas forcément
une réalité en termes d'avancée ou de progrès à proprement parler. Et on voit bien comment, en fait, autour de ces aspects cosmétiques, je dirais, hein, on transmet aussi une perception de cette question des droits humains comme quelque chose qui serait un frein à ces avancées-là. Or, c'est l'inverse que l'on devrait mettre en avant et que la réalité confirme. Ne serait-ce que parce que la question de la confiance dans le système de santé s'appuie notamment sur, ou en tout cas, le respect des droits humains dans le système de santé est d'un élément qui contribue grandement à accroître la confiance dans ces systèmes. Il est important d'offrir des conseils pratiques aux décisionnaires et aux professionnels de santé, aux chercheurs, en proposant une approche opérationnelle des principes juridiques établis et en mettant en œuvre le cadre juridique de protection des droits humains dans la pratique. Il est vrai qu'un principe juridique, si important qu'il soit, peut paraître un petit peu abscon pour ceux qui sont en première ligne pour les mettre en œuvre et que développer des outils concrets et pratiques pour les aider dans la mise en œuvre de ces principes est particulièrement important. Ensuite, répondre aux enjeux de société. Ne pas laisser l'agenda dicté par certains aspects économiques, tout en ne négligeant pas ces aspects-là. Les aspects économiques, socio-économiques sont particulièrement importants et je dirais partie intégrante de la réflexion, y compris sur le plan éthique, des enjeux que soulèvent ces développements. Donc ça, c'est particulièrement important pour qu'on ait un impact positif sur les sociétés, les sciences et les soins de santé. Et puis, deux aspects très importants en termes d'engagement. Engagement avec l'ensemble des parties prenantes, qui ne soit pas un exercice que je qualifierais de cochage de cases, mais réellement quelque chose qui ne soit pas symbolique, un engagement qui implique une réciprocité et la nécessité de rendre compte de ce qui a été pris en compte et pourquoi ça ne l'a pas été si ce n'a pas été le cas. Donc il y a vraiment cette idée dans l'engagement de réciprocité avec l'ensemble des parties prenantes. Et puis tenir compte du fait qu'il y a des nouveaux acteurs dans le domaine de la santé qui ne sont pas les acteurs classiques du secteur biomédical, notamment dans les technologies, et qu'il est important de les intégrer également dans les discussions. Ce sont des acteurs du privé qui sont quelquefois acteurs dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la santé, mais il est important de développer aussi un cadre éthique pour que cette collaboration soit véritablement établie entre le secteur public et le secteur privé. Je vous parlais du regard critique sur les technologies et c'est quelque chose qui est souligné à multiples reprises dans les enquêtes que nous avons faites dans la perspective dans le cadre de cette analyse prospective. D'abord, rappeler que les technologies seules ne peuvent fournir une vision de la médecine préventive, par exemple. Donc, il est nécessaire de disposer d'un cadre pour la définition des priorités et l'allocation des ressources pour les stratégies de prévention. On ne peut pas être dans le déterminisme technologique. Il faut équilibrer la notion d'innovation, je la mets entre guillemets technologique, et les approches plus traditionnelles de la santé publique, afin d'avoir des systèmes de santé capables de répondre aux enjeux actuels et futurs dans ce domaine. Donc, pas de déterminisme technologique, je l'ai évoqué. Il est important d'aller au-delà de l'idée que l'innovation définira les relations sociales et les systèmes de santé. Il faut regarder les différences entre les systèmes de santé actuels et ceux qui sont envisagés, identifier les points de préoccupation de façon notamment à éviter que les inéquités actuelles ne soient pas traitées, voire accentuées par l'évolution des systèmes de santé. Enfin, l'équité n'est pas uniquement une question morale, mais aussi une question économique et sociale. Et les technologies, encore une fois, ne fournissent pas d'outils pour y répondre. Il est donc important de ne pas se limiter à cet aspect de déterminisme technologique. Autres questions transversales qui sont apparues dans cette enquête, la question du changement climatique et de la santé. Donc, il y a une évidence croissante que le changement climatique et la dégradation de l'environnement constituent une menace pour la santé publique, mais il faut revoir les pratiques actuelles pour y répondre. Ce n'est pas l'idée d'en faire un sujet prioritaire, en tout cas dans le domaine qui nous concerne, mais plutôt de la considérer comme une question transversale, pertinente pour l'ensemble des activités prioritaires qui seront entreprises. Enfin, le rôle des médias sociaux, avec différents aspects, à la fois les questions qui concernent l'addiction à ces médias sociaux, notamment chez les enfants, les questions de santé mentale, mais également leur rôle dans la diffusion d'informations erronées. Et on a vu cet impact-là, notamment dans le contexte de la Covid, sur les questions de vaccination, par exemple. Et puis, j'évoquais l'évolution de la recherche et la société dite de laboratoire.
on voit que la recherche est de moins en moins dans les laboratoires, mais dans la société elle-même. Les frontières traditionnelles entre les essais cliniques qui se font dans des conditions de laboratoire fermés s'estompent. Et on a de plus en plus l'idée qu'on introduit dans la société des produits qui ne sont pas forcément finis, entre guillemets, et l'importance de rester transparent sur le statut de ces produits et de faire en sorte que les participants aux recherches ne soient pas de simples consommateurs, mais des participants éclairés. Donc, quelle va être la prochaine étape pour le comité directeur? Sur la base de cette analyse dont je vous ai vraiment brossé rapidement le tableau, comme vous le voyez encore une fois, qui se veut très transversal, avec un axe vraiment sur l'idée des droits de l'homme comme étant l'axe prioritaire qui guide en fait la réflexion autour de ces développements. Donc, continuer l'analyse, mais maintenant les passer, j'allais dire, au tamis de la pertinence par rapport au mandat du comité, de la pertinence par rapport aux problématiques de nos différents États membres, elles sont très hétérogènes, de la faisabilité d'avoir un accord au niveau européen sur ces questions et un apport qui soit significatif, qui est une valeur ajoutée, par rapport à ce que font éventuellement d'autres organisations, mais également par rapport à ce que nous pouvons apporter de façon concrète et pratique pour aider les États à répondre à ces différents enjeux qui sont soulevés par à la fois l'évolution technologique et l'évolution des pratiques. L'approche se fera par la définition d'objectifs spécifiques, axés autour de grands piliers, comme nous l'avions pour le plan d'action actuel sur la gouvernance, l'équité et l'intégrité. Je pense que les droits des patients seront un axe tout à fait important dans ce contexte. Et ensuite seront définies des activités spécifiques qui seront menées par le comité directeur, potentiellement en collaboration avec d'autres comités ou d'autres organisations intergouvernementales, afin de répondre à ces objectifs spécifiques qui auront été définis. Le nouveau plan d'action stratégique devrait être adopté à la fin de l'année prochaine. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Laurence. Comme toujours, c'est une présentation extrêmement claire et brillante qui nous permet de saisir à la fois quelles sont les spécificités et les attentes possibles du Conseil de l'Europe. On a compris que la synergie entre les droits humains et le progrès était un facteur clé, que l'innovation, ce qui n'était pas, j'ai aimé la formule, est une nouveauté qui a trouvé un marché, et que effectivement la confiance était nécessairement fondée sur le respect des droits humains. Donc merci et en même temps Laurence a introduit les débats qui vont suivre, notamment sur l'importance en disant qu'il ne fallait pas être totalement guidé par par les dynamiques économiques, hein. Il fallait être capable de voir l'ensemble et de toujours garder technologique et économique aussi à un moment, a-t-elle dit. Donc, vous savez que nous devions ensuite avoir comme présentation, une présentation par les sénateurs les sénateurs français. Les sénateurs français ont produit un rapport qui a été adopté à l'unanimité il y a une quinzaine de jours. Ce rapport sur la financiarisation, c'est un rapport qui s'intitule Financiarisation de l'offre de soins, une OPA sur la santé. Les sénateurs qui devaient venir n'ont pas pu le faire. Vous savez que la France a une vie politique un peu mouvementée en ce moment, et il y a eu et on est en plein débat budgétaire avec des majorités parfois difficiles, peut-être difficiles à trouver. Et donc ça va être la commission des affaires sociales du Sénat est réunie ce matin, et les rapporteurs qui auraient voulu être avec nous, et notamment l'une d'elles, la première dans le rapport, Madame Imbert, pharmacienne, souhaiterait pouvoir participer à nos travaux lors de notre prochaine réunion. Alors, je vais, si vous le permettez, faire un résumé du rapport. Ce rapport, vous l'aviez en lien. Il met en lumière les principaux enjeux et les principales dynamiques de la financiarisation de l'offre de soins en France. Il y a tout d'abord le constat d'une progression de la financiarisation, que ce soit dans l'hospitalisation privée ou dans la biologie médicale. Et Thierry pourra tout à l'heure peut-être nous dire un mot sur le sujet. Deux secteurs qui, depuis les années 2000, il y a eu l'intervention des fonds d'investissement,
qui a accéléré la concentration des cliniques privées. Il y a 4 groupes qui dominent le marché en France actuellement, Ramsay Santé, Elsan, Vivalto et Almaviva. Et en biologie médicale, il y a 6 groupes qui contrôlent 62% des sites. Ça a été favorisé, dit le rapport, par des évolutions législatives dans l'ordonnance Balrot. Ces groupes sont Biogroupe LCD, Serballiance, vous le voyez, les Français, lorsque vous faites vos analyses, que ensuite il faut aller les chercher sur les sites d'Innovi, de Synlab ou de Serballiance. Les nouveaux secteurs concernés sont, on a vu, il y a eu des dérives marchandes que vous avez peut-être constatées avec les centres dentaires et d'ophtalmologie, mais il y a l'intérêt des investisseurs, dit le rapport, qui se porte actuellement sur l'imagerie médicale et depuis peu sur les centres de soins primaires. Alors, même les pharmacies qui étaient traditionnellement protégées voient une montée des investissements financiers. Un pharmacien président il y a peu de l'ordre des pharmaciens de son département m'expliquait hier que les pharmacies reposent en France sur 3 pieds. Le maillage du territoire, puisque c'est pour 2000 habitants, on peut avoir une pharmacie. Le monopole de la distribution du médicament, qu'on ne peut pas acheter comme dans d'autres pays aussi facilement dans les supermarchés, par exemple. Et la propriété de la pharmacie par un pharmacien diplômé. Mais aujourd'hui, les charges transférées aux pharmaciens, notamment à cause des problèmes comment dire, de présence de médecins sur le terrain, les charges transférées aux pharmaciens exigent des installations beaucoup plus onéreuses, 400 mètres carrés, me disait-il, minimum, avec des robots, des salles de vaccination et de télémédecine, dont la charge ne peut difficilement être supportée par des officines privées. Ce qui veut dire qu'il est très probable que les pharmacies vont par nécessité céder à la sécurité de financement, disons, solide et prévisible. Alors, avec quelles conséquences en matière de stratégie commerciale? Les rapporteurs soulignent que certains pharmaciens recourent à des fonds d'investissement, parfois sous la forme d'obligations convertibles en actions, qui leur imposent en retour, c'est dans le rapport, des obligations relatives à la gestion de l'officine ou à son activité, autrement dit, susceptibles de réduire leur indépendance professionnelle. Alors, quels sont les déterminants pour les investisseurs? Ils sont clairs. C'est la rentabilité et là aussi la sécurité. Les investissements dans l'offre de soins sont considérés comme rentables et sûrs avec des valorisations élevées dans les secteurs comme l'imagerie médicale ou la biologie. Unipharma, dans sa plaquette de présentation, dit le rapport, pardon, promet un fort potentiel de croissance non exploité du fait d'une approche commerciale peu structurée. Donc, il faut la structurer. Et il promet un couple rendement-risque attractif. Alors, il y a également le cadre de régulation avec les assouplissements législatifs, dont celui auquel je faisais référence tout à l'heure, qui ont, et que cite le rapport, l'ordonnance Balrot, qui ont permis aux investisseurs de prendre des parts dans les... Pas l'ordonnance Balrot, c'est plutôt ce qui a été fait après, en 2013, pardon. Aux investissements de prendre des parts dans les sociétés d'exercice libéral, facilitant la financiarisation. Alors, quels sont les effets sur la santé? Évidemment, le risque de concentration géographique avec l'aggravation de déserts médicaux et la régulation et également l'affaiblissement des possibilités de régulation. La financiarisation peut entraîner un risque de concentration de l'offre, donc ce maillage dont je parlais à l'instant pour les pharmacies peut être menacé par des stratégies commerciales. Et je vous rappelle que l'un des objectifs de notre commission, c'est territoire inclusif et équilibre des territoires. Alors, deuxièmement, le risque de création d'oligopoles régionaux. Troisièmement, le risque de réduction de la diversité des soins, tel type de soins pouvant être jugé plus rentable que tel autre. Le risque de complication de la régulation par les autorités sanitaires ou ordinales. Les ordres seront probablement moins puissants face à des logiques plus immédiates et financières plus immédiates. Et le risque d'indépendance professionnelle
qui peut être menacée, dit le rapport aussi, mais c'est ce que tout le monde peut craindre, avec des montages financiers complexes. Je crois que Laurence Delahre en parlera tout à l'heure, qui peuvent compromettre l'indépendance des professionnels de santé. Alors, la conclusion du rapport, c'est la Commission des affaires sociales, pardon, propose 18 mesures, des mesures relatives au financement. Ce sont des mesures pour maîtriser ce phénomène, limiter ses effets négatifs et protéger l'indépendance des professionnels. Le Sénat est dans son rôle, il est dans un rôle normatif, mais un rôle normatif qui ne prend pas en compte, comme nous le ferions ici, les droits humains, à la fois du côté des professionnels de santé et du côté des patients. Et donc, c'est là où peut-être nous pouvons avoir quelque chose à dire et en tout cas une action de sensibilisation, peut-être auprès des sénateurs et auprès d'autres. Et vous allez le voir, le, le reportage, le documentaire et l'action de Laurence Delahre, elle, alimente et tire la sonnette d'alarme pour que dans les États, hein, elle a commencé par Arte qui diffuse sur la France et sur l'Allemagne, mais dans de nombreux États, peut nous mettre en garde sur l'impact de la financiarisation sur les structures d'accueil aussi. Vous allez en parler des personnes âgées et sur les structures médico-sociales, donc les EHPAD. Voilà, alors Laurence Delahre, je vais en profiter pour lui passer la parole. Elle est journaliste, elle est co-réalisatrice du commentaire que vous avez peut-être, j'espère, visionné, qui était en lien avec l'ordre du jour, qui s'appelle Hold Up sur les vieux. Et elle a à la fois, elle est partie de France, mais elle a rayonné sur d'autres pays. Je crois qu'elle va nous le dire. C'est un immense privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'ai lu que vous rêviez d'être avocate, de devenir avocate pour dénoncer les injustices. Alors franchement, cette maison est la vôtre. Et vous êtes donc journaliste et réalisatrice depuis plus de 20 ans, mais vous allez nous en dire davantage sur vous. Vous vous intéressez, là aussi, nous sommes très sensibles à votre approche, au public en marge, invisibilisé et qui vivent à l'abri des regards. Et là, nous en avons, vous avez travaillé, vous avez fait des reportages courageux, dérangeants probablement, sur les prisons, sur les séropositifs et bien d'autres. Donc, je suis heureuse, je vous remercie encore une fois d'être parmi nous et je vous donne la parole. Merci, Anne-Marie. Bonjour à tous et merci pour cette invitation, Anne-Marie. Effectivement, donc, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années et je réalise essentiellement des documentaires pour des chaînes de services publics comme Arte. Et depuis quelques années, je mène également en parallèle des investigations pour différents médias en ligne de presse écrite comme Mediapart ou le média d'investigation Normand Le Poulpe, Médiacité, Blast et puis la revue 21. J'ai d'ailleurs publié une longue enquête dans cette revue dernièrement, dans son dernier numéro, sur une filiale du groupe Corian qui est devenue Clariane depuis. Donc, premier groupe européen de personnes âgées. Je me suis intéressée à leur filiale Agévie qui gère des colocations pour personnes âgées. Donc, c'est un article que je pourrais mettre à votre disposition également si cela vous intéresse. Donc, effectivement, c'est important pour des journalistes comme moi de venir parler devant le Conseil de l'Europe parce que pour nous, c'est important que nos documentaires aient un impact et pas seulement auprès du public, mais aussi auprès d'instances qui peuvent ensuite le relayer auprès de pouvoirs publics et voilà, avoir une influence éventuellement, tout en restant modeste, mais sur peut-être la conduite des politiques futures, en tout cas donner notre avis. J'ai été également contactée par un parlementaire suisse dernièrement. Un référendum va être organisé en Suisse sur le financement des soins et notamment le financement des soins aux personnes âgées. Et donc, ce documentaire va être diffusé, va être projeté une dizaine de fois en Suisse avant ce référendum parce qu'il souhaitait apporter un éclairage aux citoyens avant qu'ils votent. Voilà. Donc, comment ce documentaire Hold Up sur les vieux est né? Comme vous le savez sûrement, en janvier 2022, il y a eu l'affaire Orpea en France, qui a fait beaucoup parler et qui surtout a fait chuter le cours en bourse d'Orpea. Donc, l'affaire Orpea, c'est un livre d'enquête qui s'appelle Les Fossoyeurs, qui a été mené par mon confrère Victor Castanet
Et dans cette enquête, au-delà de malversations financières qui sont propres à ce groupe et à ses dirigeants, il décrit la manière dont le système est organisé par Orpea pour améliorer sa rentabilité financière et donc restreindre, rationner les soins d'hygiène, les nombres de couches, la prise en charge médicale, les repas même des résidents pour voilà, améliorer la rentabilité et le profit. Et donc, moi, immédiatement, dans la foulée de l'affaire Orpea, je suis contactée par une société de production qui s'appelle Kappa, avec Arte, et qui ont envie d'élargir un petit peu cette enquête à l'Europe et de comprendre comment, de manière plus globale, le secteur privé lucratif prend en charge les personnes âgées sur un qui est le vieillissement de sa population. Donc, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de voir comment ces groupes marchandisent les personnes âgées. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas enquêter sur 27 pays, donc on décide d'enquêter sur quelques pays. On fait ce choix d'enquêter sur la France, l'Allemagne et la Pologne, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Danemark. Et on tente à chaque fois d'établir, de décrire des tendances systémiques. Alors, la première chose dont on se rend compte en commençant à enquêter, c'est que les 3 multinationales qui dominent à ce moment-là le marché européen sont toutes françaises. Il y a Korian, donc, qui est devenu Clariane, numéro 1, Orpea, qui est devenu Emeis, qui est le numéro 2, et Domusvi, numéro 3. À l'époque où je réalise le documentaire, Orpea est présent dans 16 pays européens, Korian dans 6 pays, dont l'Allemagne, où il réalise un quart de son chiffre d'affaires, et Domusvi dans 6 pays également, et tout particulièrement en Espagne, où je vais enquêter, où il domine largement le secteur. Alors, il faut savoir que cette privatisation du secteur, c'est une volonté politique. C'est un petit peu facile de critiquer les entreprises. Il faut voir qu'il y a des décisions politiques derrière et qu'il y a une responsabilité politique de leur confier nos personnes âgées. A contrario, quelqu'un comme Henri Emmanuelli, dans les Landes, en France, a décidé de ne jamais ouvrir ce secteur des EHPAD au privé lucratif. Donc, les EHPAD dans les Landes, c'est une exception. Elles sont toutes publiques. C'est un choix politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème dans ces EHPAD, mais en tout cas, ce que raconte le président du département, Xavier Fortinon, qui a pris le relais d'Emmanuelli et qui applique toujours la même politique, c'est que chaque euro dépensé est un euro pour la personne âgée. Il ne va pas aller partir dans des profits, etc. Alors, donc en France, à partir de 1997, l'État décide d'ouvrir les financements publics pour les personnes âgées à tous les acteurs, y compris privés. Donc, grâce à ces subventions, des groupes vont petit à petit se former en acquérant d'autres sociétés pour atteindre une taille critique et devenir très rentables. Et lorsque l'État français, en 2010, décide de restreindre les ouvertures de ces maisons de retraite, notamment parce que ça commence à coûter cher, ces grands groupes vont trouver un autre potentiel de croissance en se développant à l'international. C'est une stratégie qui va être très payante puisqu'en 10 ans, ils vont doubler, voire tripler leur chiffre d'affaires. En 2022, celui de Domusvi atteint 1,6 milliard d'euros et ceux d'Orpea et de Korian, 4,5 milliards d'euros. Alors, en Espagne, bon, je vais passer assez rapidement sur cette partie consacrée à l'Espagne. Elle est centrée sur les rapports qu'entretient Domusvi avec le pouvoir politique. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il y avait une grande collusion en fait entre ce groupe et le Parti populaire au pouvoir, notamment en Galice, d'où est originaire Domusvi, où ils ont leur siège. Donc, on a un secteur en Espagne qui est quasi entièrement privatisé, à 90%. Un groupe comme Domusvi qui est extrêmement critiqué par les familles. Il y a des centaines de plaintes contre Domusvi en Espagne actuellement, liées au Covid, mais pas seulement. Pas plus tard que jeudi dernier, il y a eu un procès qui a eu lieu au sujet d'une résidence d'Alicante où 64 résidents sur 138 sont décédés du Covid et décédés parce qu'on n'a pas pris les mesures toutes simples, par exemple, de séparer les patients positifs des autres patients, etc. Mais ce groupe, malgré tout cela, continue de prospérer. Il n'est pas du tout remis en cause, notamment donc à cette proximité avec le pouvoir.
La PDG du groupe, qui a régné pendant très très longtemps sur ce groupe, a fait toute sa carrière soutenue par le Parti populaire. Elle est très proche d'Alberto Ferro. On a retrouvé des archives illustrant cette proximité. Et l'épouse, par exemple, du président du Parlement de Galice, qui a mené à un moment donné une commission d'études sur le Covid. Josefina Fernandez a été auditionnée par ce Parlement. L'épouse du président du Parlement est au comité d'éthique de DomusVi. Donc, vous imaginez un petit peu les rapprochements qui peuvent avoir lieu. Et d'ailleurs, dans ces archives, on voit le président de la commission interrompre les députés d'opposition qui essayent de la malmener, de lui poser des questions un petit peu critiques et défendre Josefina Fernandez, qui n'a plus besoin de se défendre elle-même. C'est assez stupéfiant, ces archives. Il continue aussi de prospérer, ce groupe, parce que les contrôles sont quasiment inexistants en Espagne. C'est un problème dans beaucoup de pays. En Espagne, c'est vraiment flagrant. Il existe à peu près 200 inspecteurs pour 400 000 résidents. Et en plus, ils sont dépendants des gouvernements régionaux. Ils ne sont pas indépendants. Et leurs rapports d'inspection ne sont pas publics. Nous avons rencontré une députée d'opposition, qui est donc députée parlementaire, qui a mis 1 an à pouvoir les consulter. Elle a dû menacer de saisir la justice pour avoir le droit de les lire. Elle n'a pas eu le droit de faire de photocopie. Elle n'a pu que prendre des notes. Elle a dû signer un rapport de confidentialité, l'exposant à des poursuites pénales si elle diffusait les informations qu'elle pouvait lire dans ce rapport. Donc voilà, c'est vous dire le degré d'indépendance et de transparence. Et les amendes que peuvent avoir ces groupes, les amendes que mettent les inspecteurs sont à la fois très rares et très, très, très faibles, quelques milliers d'euros. Donc, elles ne dissuadent pas du tout les groupes comme DomusVi de cesser leurs pratiques. En Allemagne, je ne vais pas non plus trop m'attarder sur ce pays. En Allemagne et en Pologne, ce qu'on a étudié, c'est le secteur davantage de l'aide à domicile. Et ce que nous avons décrit, c'est un système où il y a des centaines d'agences qui fleurissent, qui servent d'intermédiaires entre les familles allemandes qui cherchent une aide pour leurs proches, donc qui souhaitent rester à domicile. 8 Allemands sur 10 souhaitent rester à domicile. Donc, c'est ça qui se développe en Allemagne et pas les EHPAD, même s'il y en a quand même. Donc, ces agences sont les intermédiaires entre les familles et puis des aides à domicile qui viennent des pays de l'Est, de la Pologne notamment, mais pas seulement. Ces agences sont à la fois situées en Allemagne et dans ces pays d'Europe de l'Est, et chacune prend sa commission. Elles prennent de très généreuses commissions, tout en apportant un service qui n'est pas souvent de qualité. Elles mentent aux familles en promettant une aide à domicile qui sera parfaitement formée, qui va parler parfaitement l'allemand, alors que ce n'est pas du tout le cas la plupart du temps. Et elles promettent aux aides à domicile un travail avec une personne, par exemple, autonome, avec des congés, avec un salaire, voilà, tout à fait classique. Et quand elles arrivent, on a recueilli des témoignages d'une dame qui, par exemple, est arrivée, a dû prendre en charge une personne qui était alitée, qui avait un rein en moins, un estomac en moins, et qui est morte dans ses bras quelques jours après. Et elle était toute seule à s'occuper d'elle et sans aucune formation. On a recueilli un autre témoignage d'une dame qui travaillait 16 heures par jour, qui n'avait aucune qualification, qui ne parlait pas l'allemand et qui touchait 1 000 € pour 16 heures par jour. Donc, ces aides à domicile sont souvent exploitées. Le CESE, le Conseil économique et social européen, s'est saisi de cette question, a produit un rapport en 2018 qui parle de situations qui parfois sont équivalentes à de l'esclavage moderne. Et malgré ce rapport, rien n'a changé. L'État allemand ferme les yeux sur cette situation qui ne respecte pas du tout la loi le droit du travail. Pourquoi ferme-t-il les yeux? Parce que il est bien content d'avoir ces agences qui fournissent quand même un service, alors que lui-même n'offre quasiment plus de services au niveau de l'aide à domicile. Alors, je vais m'attarder davantage sur le Royaume-Uni parce que c'est vraiment le cas d'école de la financiarisation qui est poussée à l'extrême dans le secteur du grand âge. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que les personnes âgées, elles étaient prises en charge gratuitement par le système de santé publique, le NHS. Mais en 1979, Margaret Thatcher, qui est en lice pour devenir première ministre, dénonce le coût de cette prise en charge. Et une fois élue, elle va inciter, voire obliger les municipalités à confier les personnes âgées au secteur privé. Donc, elle va les obliger à réduire le budget qui est consacré à ce secteur et parallèlement, elle va augmenter les subventions au privé lucratif. Et au cœur de cette politique, l'objectif, c'est que l'individu paye davantage pour sa prise en charge et que cela coûte moins cher à l'État.
Et donc, ce mouvement de privatisation fait apparaître ce que nous avons appelé dans notre documentaire des marchands de vieillesse. On en a rencontré un qui s'appelle Robert Kilgour. C'est un ancien vendeur de jeans, un promoteur immobilier qui, à l'époque, possède un immeuble, ne sait pas quoi en faire. Et un ami lui dit, bah, tu devrais te tourner vers le secteur du grand âge qui a le vent en poupe. Et donc, en 1988, il crée comme ça Four Seasons Healthcare et il ouvre sa première maison de retraite. Et puis ensuite, il souhaite racheter un grand groupe qui possède 61 maisons de retraite. Et là, la banque ne va plus le suivre. Lui-même n'a pas les finances pour financer un tel rachat. Et c'est là qu'il va se tourner vers un fonds d'investissement. Et ce monsieur, c'est lui qui a fait entrer dans le secteur le premier fonds d'investissement au Royaume-Uni. Et donc, son entreprise va devenir, à partir des années 2000, l'un des géants du secteur, grâce à cet argent qui va être injecté par une société de capital risque de private equity qui s'appelle Alchemy Partners. Nous avons rencontré l'ancien gérant de ce fonds, qui s'appelle John Moulton, et il nous explique qu'à l'époque, des fonds d'investissement se développaient très vite et cherchaient des secteurs où investir, et que pour eux, les personnes âgées, clairement, sont un produit de placement, hein, pas une source de rentabilité. La qualité de soins leur importe peu. Et il nous raconte que tout le monde se disait à l'époque, on va acheter des maisons de retraite, on va les rentabiliser, se faire de l'argent. Et effectivement, à l'époque, il nous dit que ces fonds font 25 à 35% de rendement avec des maisons de retraite. Lui-même va réaliser une opération très juteuse en revendant ce groupe Four Seasons 5 ans plus tard. Donc, je vais vous faire écouter ce qu'il nous dit dans ce documentaire. J'espère que le son est bien réglé. Et pourtant, grâce à l'argent public. If I can just show you. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas le bon extrait. Pardon. Je vais retrouver. Non, c'est toujours le même. Hop. C'est toujours lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai le même extrait deux fois. Bon, je vais vous le dire et puis on mettra ce monsieur après. Il nous explique, on a acheté Four Seasons pour pas très cher, on a amélioré son fonctionnement et on l'a même développé un peu, et puis on l'a vendu à d'autres fonds d'investissement qui se sont battus pour l'avoir. C'était une vente aux enchères sous pli fermé un samedi et le prix était élevé plusieurs centaines de millions. Et il conclut en souriant, « Désolé, je n'ai pas tous les chiffres en tête, j'ai fait plus de 250 deals. » Voilà, bon, on a retrouvé ce chiffre, il est de 925 millions d'euros. Donc, ils ont quadruplé leur mise et évidemment, cette opération a fait le tour de tous les fonds d'investissement qui ont été attirés par ce secteur. Et donc, chez Four Seasons, il y a 3 fonds différents qui vont se succéder en 8 ans pour reprendre Four Seasons à tour de rôle. Et pour obtenir le gain le plus élevé possible, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent peu d'argent propre, mais ils ont recours à beaucoup d'endettement pour augmenter l'effet de levier et rajouter un petit peu de risque. Donc, ils font grossir l'entreprise de plus en plus en se disant que ça permettra de la vendre plus cher. Donc, les dettes s'accumulent, il y a de plus en plus d'emprunts, de plus en plus d'intérêts à payer. Mais ce n'est pas des emprunts classiques, c'est des emprunts qui s'élèvent parfois à des taux de 15 à 18%. En 2019, il y a plus d'1 milliard de livres de dettes. Et donc, c'est là que le groupe s'effondre et qu'il est démantelé et placé sous administration judiciaire. Il laisse sur le carreau 17 000 personnes âgées, 22 000 salariés. Mais les fonds d'investissement, eux, s'en moquent. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Ce qui est effarant, c'est que je me suis rendu compte que 8 ans plus tôt, il y avait déjà un géant du secteur qui avait mis la clé sous la porte en raison, lui, cette fois, de loyers au prix inabordable qui avaient été imposés par les fonds d'investissement. Donc, ce groupe s'appelait Southern Cross. Il gérait 10% des personnes âgées britanniques à l'époque. Mais pareil, aucune leçon n'a été tirée entre les deux. Donc, ceux qui trinquent, évidemment, c'est les pensionnaires des maisons de retraite. Il faut savoir que là-bas, au Royaume-Uni, un établissement peut fermer quasiment du jour au lendemain et les résidents sont ballottés d'une maison à l'autre. Nous avons rencontré, nous, la mère d'un certain Paul qui avait déjà 92 ans. Et en fait, il a placé sa maman dans une résidence du groupe HC1
En fait, la résidence avait déjà prévu, le groupe avait déjà prévu de la vendre, mais ils ne l'ont pas dit à Paul. Et donc, au bout de 2-3 mois, sa mère a dû déménager ailleurs. On l'a filmé dans une autre maison de retraite, mais cette maison de retraite est à nouveau en vente. Il va devoir encore la déménager. Donc, c'est assez effarant. Ah. Ah. On va attendre peut-être la dame. Donc, l'autre effet pervers de la financiarisation, c'est la sélection en fait, des bons clients, ceux qui ont les moyens, qui vont rapporter plus aux grands groupes. Et donc, les grands groupes vont avoir tendance à fermer les maisons de retraite moins rentables dans les régions pauvres et à créer plutôt des établissements luxueux. Et puis, cet argent, ces marges, souvent sortent du pays dans des filiales qui sont présentes dans des paradis fiscaux. Il y a une étude très intéressante que je vous ferai parvenir de Vivek Kotecha qui a montré que 10% du revenu annuel du secteur s'échappe comme ça en salaire des grands dirigeants, en intérêts, en dividendes, en loyers et en évasion dans les paradis fiscaux. Les groupes comme Four Seasons, comme HC1, comme Domusvie aussi, ils ont des filiales aux îles Caïmans, à Jersey, au Luxembourg, avec des montages financiers extrêmement complexes. Et donc, ils échappent à l'impôt sur les profits alors qu'ils sont subventionnés par de l'argent public. Alors voilà, je vais vous montrer un petit extrait. C'est un expert financier qui nous montre la structure d'un groupe comme celui-là. En l'occurrence, c'est HC1. Tous procèdent d'un montage financier complexe, dont les ramifications aboutissent dans différents paradis fiscaux, comme Guernesey. Les fonds d'investissement actifs sur ce marché parviendraient ainsi à échapper en partie à l'impôt sur les profits, gagné pourtant grâce à l'argent public. Je vais vous montrer la structure classique d'un fonds de capital risque. 32 entreprises. La première d'entre elles est aux îles Caïmans et porte le nom d'un film de James Bond, Skyfall. C'est fait exprès pour que ni vous, ni des analystes comme moi ne puissions comprendre. On se perd dans le brouillard. Pourquoi est-ce que le gouvernement britannique tolère qu'un grand groupe de maisons de retraite transfère de l'argent à l'étranger pour tenter d'échapper à l'impôt? Si c'est bien le cas, pourquoi? La réglementation est défaillante. Voilà, et Four Seasons, c'est pas mieux. Quelqu'un avait étudié ce groupe, il y avait 200 compagnies, 12 niveaux différents, 5 juridictions, dont certaines offshore, donc même les analystes financiers n'y comprennent plus rien. Au Royaume-Uni, que fait la classe politique face à cette situation? Rien. Elle continue même de choyer les grands groupes. On a découvert qu'en 2014, une loi avait été votée qui contraignait les municipalités à trouver elles-mêmes des solutions de relogement lorsque les grands groupes fermaient leurs maisons de retraite. Donc, ce n'était même pas aux grands groupes d'aider leurs résidents, c'était aux municipalités. Et donc, j'ai interrogé les experts, pourquoi? Et donc, les experts me répondent, mais si ces entreprises quittent le secteur, le gouvernement va se retrouver dans une impasse puisque lui-même n'a plus de maison de retraite publique quasiment et donc il n'a pas d'alternative. Voilà. Il y a un autre rapport très intéressant que je vous ferai transmettre qui a étudié, qui s'appelle « Financiariser le grand âge, le rôle du capital investissement dans la gestion des maisons de retraite au Royaume-Uni, en Allemagne et en France » et qui détaille vraiment toutes ces techniques financières qui sont destinées à maximiser la rentabilité à court terme et qui ont évidemment des conséquences sur les conditions de travail et la qualité des soins. Voilà. Il y a aussi une étude aux États-Unis qui montre que le private equity accroît la mortalité dans les EHPAD en raison de la baisse des effectifs, puisque les grands groupes diminuent le nombre de salariés, de la consommation plus importante d'antipsychotiques. Ils ont mesuré qu'elle a augmenté de 50% dans ces EHPAD et que la mortalité donc augmentait de 10%. Donc, je vous ferai transmettre également ce rapport, je trouve ça intéressant. Alors, on est allé aussi au Danemark. Là, il y a une note un petit peu plus optimiste. Le secteur du grand âge est entièrement public là-bas. Le Danemark consacre 3,6% de son PIB aux aînés.
30% de plus que la France, 35% de plus que l'Allemagne. Et le grand âge est confié aux municipalités. C'est un service donc financé par l'impôt, où la prévention et le maintien à domicile sont au cœur du système. Alors, nos interlocuteurs ne nous ont pas dit pour autant que tout était parfait. Il y a aussi des maltraitances, un manque d'argent, de personnel dans les EHPAD publics. Moi, ce qui m'a frappé dans ce tournage, c'est surtout la place et la puissance de frappe d'une association de personnes âgées qui s'appelle Aeldrezagen, qui exerce un lobbying extrêmement puissant. Elle a réussi à regrouper en fait 1 million de Danois, un citoyen sur 7, par des avantages qu'elle octroie à ses adhérents. Donc, tous les adhérents ne sont pas des vieillards, hein. Elle a 180 salariés, 200 antennes locales, donc c'est une vraie entreprise. Son fondateur est là depuis 40 ans. Il côtoie les politiciens les plus puissants du Danemark. Il rencontre des ministres toutes les semaines. Et il fait parfois plier les gouvernements quand une mesure ne leur plaît pas et ne va pas en faveur des personnes âgées. Par exemple, en 2015, le ministre des Finances voulait réduire l'allocation logement pour les personnes âgées, pensait que ça ne toucherait pas grand monde. Et Aeldrezagen a financé et piloté une étude qui montrait que ça touchait 200 000 personnes. Et le ministère a retiré finalement son projet. Voilà. Donc moi, je crois beaucoup. Il y a quelques associations en France qui émergent, mais qui ont un pouvoir très, très faible. Je crois beaucoup à une émergence d'un pouvoir citoyen, en fait, pour essayer de lutter un petit peu contre ces lobbying du secteur privé et peser un petit peu plus vis-à-vis des politiques. Et puis l'autre axe qui me semble très important, un journaliste qui a beaucoup étudié le système espagnol me disait que dans un secteur totalement privatisé, ce qui importe, c'est les contrôles et des amendes extrêmement fortes qui puissent dissuader les grands groupes, puisque de toute façon, on ne va pas repasser à un secteur entièrement public. C'est illusoire, ça coûterait beaucoup trop cher. Voilà. Bon, je ne pense pas que j'ai encore beaucoup de temps. Voilà, bon, ben, je vous laisserai découvrir la filiale de Corian que j'ai étudiée dans l'article, si cela vous intéresse, pour laisser un petit peu, oui, la place à des questions, si vous le voulez. Merci infiniment, Laurence, hein. Nous avons, on est impressionnés par tous les chiffres et toutes les données que vous avez apportées. Ce qu'on voudrait, je vais effectivement, je vais pas faire de commentaires. Je vais en revanche donner la parole à nos. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir la personne qui parle parce que vous n'étiez pas à l'écran là pendant votre intervention. Je sais, c'est ce micro, c'est ce. Vous voulez avoir qui, pardon? La personne qui parle, oui, donc c'était vous tout à l'heure, ou la personne qui intervient. Le monsieur? Non. Excusez-moi. Enlever pardon. le sharing. Ah, voilà, c'est ça. Excusez-moi, pardon. Voilà. Et donc, Pardon. ce que je voudrais vous dire, c'est que, d'une part, encore merci, et je voudrais donner la parole à ceux d'entre vous qui veulent intervenir, et en particulier à 3 médecins qui sont engagés, notamment deux d'entre eux en particulier dans la vie des EHPAD, et plus pour l'un d'entre eux. Et nous avons, est-ce que Youssef Gabani peut dire quelque chose, peut dire quelques mots? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, merci. Bonjour et merci Anne-Marie pour cette invitation, cette réunion très importante aujourd'hui. J'étais sidéré, comme à mon avis, Non, tout. pardon, Youssef, on Oui. n'entend pas très très bien. Ah, attends. Oui, il faut peut-être monter le son. Allô, est-ce que c'est mieux? Non, c'est moins bien. Les casques, pardon. Allô, Pardon. Non, tout va bien donc. je n'entends rien. Voilà, Oui, c'est c'est bon. parfait. C'est parfait là. Allô, est-ce que vous m'entendez? D'accord, moi j'entends rien. Juste très brièvement, j'étais sidéré par cette présentation de Madame Deleur, que je remercie beaucoup. En tant que médecin gériatre en milieu hospitalier, je m'occupe personnellement de 2 EHPAD, un EHPAD public et un EHPAD privé, familial, non appartement, pas un groupe. Je peux que confirmer toutes ces notions parce que dans les congrès de gériatrie, de gérontologie, nous, on en parle depuis 20 ans. On en parle depuis 20 ans. C'est le discours des gériatres qu'on a découvert déjà au moment de la mise en place de financement tripartite en France en 2002-2003.
avec une motivation avouée du gouvernement à l'époque d'ouvrir la possibilité d'investissement au secteur privé. Et on a vu beaucoup pendant ce temps-là, cette tendance à cette financiarisation grâce à une gestion comptable des pouvoirs publics et à la fois un lobbying très important des groupes financiers qui, qui fait qui a plusieurs résultats sur le secteur, pour vous dire très rapidement, qui fait drainer donc le profit d'abord et faire fonctionner les établissements après. Madame Deller, vous avez bien compris dans ces montages financiers que le système des sociétés, des diverses sociétés qui gèrent les immobiliers, qui facturent les loyers, s'assure que le profit de groupe soit enlevé avant les frais de fonctionnement de soins. Il en résulte un non-respect des droits humains des résidents, comme vous avez très bien souligné, un esclavage ou une prolétarisation des professionnels de santé et de soins. L'esclavage que vous avez démontré en Allemagne des professionnels des pays de l'Est existe aussi au Royaume-Uni. Dans le secteur privé, il y a beaucoup de ressortissants, notamment de mon pays d'origine, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, qui travaillent et qui ont déjà travaillé en 2018 dans ce pays. Donc, on a bien observé ça. Aujourd'hui, en France, on se bat dans les EHPAD pour avoir 0,8 soignants par résident. Ce n'est pas un acquis, c'est un objectif chiffré et parfois, donc après le scandale Orpea, dans les EHPAD, nous, ce qu'on observe comme réaction des pouvoirs publics, c'est une réponse de technocrates, la mise en place d'une certification qui occupe des milliers d'heures de travail des professionnels, qui fait souffrir les professionnels, mais qui ne touche rien au montage financier. Nous, on voit dans l'autre rapport de Sénat quand même quelques bonnes observations dans ce sens-là. Je suis très, très, très heureux qu'au niveau européen, au niveau de droits humains, nous pouvons aborder tous ces problèmes. Et j'espère, je ne peux qu'espérer, de continuer à travailler avec vous dans l'avenir pour améliorer tous ces domaines. Merci beaucoup. Merci infiniment, Youssef. Est-ce que Laurence veut dire quelque chose? Sinon, Mary, would you like to say a word? Yes, thank you very much. Sorry, I'll take that off. Is nephrologist? Yeah. Do you introduce In terms yourself? of the UK, many things have already been said. When the health service was set up in 1948 to be free at the point of use, there was a separation between what was primary care and hospitals as the NHS, and social care was very much the local authorities' responsibility. As was said, when Margaret Thatcher allowed local authorities to contract out services to the private sector, that became the first step towards where the situation we're in now. We've had 14 years of austerity with the Conservative government, and they have drastically cut funding to local authorities to the point at which the local authorities are not able to kind of run their own care homes. What we're seeing at the moment is the implication of lack of social care on the health sector in terms of hospitals, because delayed discharges not only block a bed and stop elective surgery happening because you can't admit people to beds that are full of people who are waiting for social care, but also they're a risk to the old people, to the patients, because risks of infection, risks of lack of mobilization by being kept in hospital. So all of these things are effectively causing an impact on the hospital care setting.
In 2011, Andrew Dilnot produced a report recommending that the costs of social care for individuals should be capped at an amount that effectively meant that people's would not be worried about the whole of their life savings disappearing into the pockets of care home runners. And that has never been implemented. But the implication of that was that if people knew that their maximum amount of spend on social care would be 60,000 or 80,000 euros, say, then you could insure against that. So the insurance market would actually enable that to be something that could be funded, but no government has yet implemented that. One of the things that we are seeing, and it has been mentioned, is the impact on driving down costs in care homes on the labour market, and especially in the trafficking and the migration of people from as far away as, you know, the Philippines, Africa, to work in care homes. The visa situation means that they cannot go and get a job in another care home that pays them better. We have situations where people have been brought over on a contract, and the contract is with the group of care homes, so they can be made to work in a whole series of care homes, sometimes for long hours, sometimes, in fact, 0 hours contracts. So they're not actually getting paid because they're not needed, but they can't go and work for a different care home because their visa is linked to their employer. So there are a whole load of human rights issues which raise the possibility of trafficking of care workers. I think that's mainly what I wanted to say. The other things in terms of financialization of healthcare is discussions going on at the moment about data that's held in primary care records, and whether in fact research companies should be able to access that for a fee. That has been resisted by primary care physicians at the moment, but and the other is genetic surveying data, how accessible that is to research companies. But those are the three main things I wanted to say. Thank you. Merci infiniment, Mary. This is extremely interesting. And for both Laurence and for us, for coming work. And est-ce que Thierry Mathieu prendrait la parole? Alors tout à l'heure, je n'ai pas dit que Youssef Gabani, bon, vous l'avez dit qu'il était gériatre, qu'il avait été fondateur du premier hôpital gériatrique à Budapest, et qu'il avait été l'un des 12 gériatres en colère, qui était un livre écrit par Dominique Prédaly, qui est une autre de nos expertes, et également journaliste d'investigation, et avec le professeur Soubéran. Voilà, maintenant, si Thierry, qui a beaucoup de choses à dire, veut dire un mot. C'est bon. Oui, effectivement, hein, merci aux intervenants. Plein de choses ont été dites. Il faudrait pouvoir intervenir pendant un quart d'heure ou une demi-heure. D'autant plus que je suis concerné à plusieurs titres, hein. En particulier dans le domaine de la biologie, hein, puisque j'ai été en partie rédacteur de l'ordonnance Vallereau, hein, qui a modifié la biologie en France, mais l'objectif initial était un bel objectif, hein, c'était de faire une médicalisation du domaine de la biologie, en impliquant plus les aspects médicaux, et aussi d'améliorer finalement la qualité des résultats. Donc, il y a eu une accréditation, hein, qui a été mise en place, et comme dans tout système, certains ont profité de cette concentration pour mutualiser les moyens qui permettaient d'avoir des appareils plus performants et d'avoir un meilleur diagnostic. Mais certains ont profité justement de cette possibilité de concentration pour faire de l'argent avec une rentabilité très importante. Et la conséquence actuellement, c'est que, par exemple, les plateaux techniques sont regroupés, hein, il y a des gros plateaux techniques avec des centres de prélèvement, donc l'endroit où vous vous faites piquer, hein, en pratique, hein, qui est très, très éloigné. Et donc, il y a un temps pour acheminer les examens qui est très long et qui fait qu'au lieu d'avoir le résultat, on peut avoir des fois le résultat en 2 heures, en 3 heures, si vous avez un plateau technique où on fait sur le prélèvement sur le plateau technique, là, des fois, vous l'avez le lendemain au lieu du jour même, avec les conséquences que ça peut avoir
Et donc, c'est vrai que donc, à part la participation à la rédaction de l'ordonnance Bayrou, je suis aussi, et donc je me sens visé à double titre, puisque j'ai été pendant 12 ans président, vice-président, puis président pendant 9 ans de la commission qui accrédite tous les laboratoires de France. Hein. Donc, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a permis que ces dérives puissent exister? Et maintenant, c'est encore pire parce que je suis vice-président de l'instance de gouvernance donc du comité de section santé humaine du comité français d'accréditation. Alors, tout ça pour dire que il est très difficile de contrer ces financiers, comme on l'a vu dans le secteur des EHPAD. Pour ce qui est du secteur des EHPAD, alors juste, donc, hein, je suis médecin inspecteur général de santé publique, donc je travaille pour le ministère de la Santé en France. Et j'ai fait de très nombreuses inspections dans le cadre des EHPAD. Alors, je vais arrêter cette activité depuis quelques années, puisque maintenant je suis uniquement à titre syndical. Je suis syndicaliste à temps plein, hormis mon domaine de la biologie. Et c'est vrai que quand on allait inspecter, bah déjà, moi j'étais pour aller à l'improviste, hein, pour voir ce qui se passe, la vraie vie. Et alors non, on avait notre supérieur hiérarchique qui nous disait non, il faut les prévenir, surtout, il ne faut pas les gêner, il faut les prévenir. Alors c'est sûr que quand on arrivait, ben, tout était bien, mais une ou deux fois, on est intervenu comme ça à l'improviste, à 6 h du matin, 5 ou 6 h du matin, enfin il y a des horaires précis, et c'est là où on a vu la catastrophe. Hein. Et quand j'ai dit à un confrère médecin gériatre, j'ai dit mais vous laissez faire, enfin je lui ai fait comprendre qu'il y avait quand même un aspect éthique à laisser faire de telles choses. Ben, elle m'a dit, mais je suis obligé, et elle en est venue à pleurer, quoi. Donc j'étais vraiment gêné parce que pourtant j'essayais d'être convivial, confraternel, mais elle avait une telle pression. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Important aussi, qui n'a peut-être pas été assez souligné, me semble-t-il, enfin on en a parlé un peu, c'est l'aspect politique. Hein. Puisque vous avez souvent, ces structures d'EHPAD sont des grosses structures avec beaucoup d'employés, et bah, le directeur du groupe, hein, ou de la clinique appelle le politique du coin, et bah, le lendemain, on ne va plus faire d'inspection, quoi. Hein. Ou alors, si on voit des graves dysfonctionnements, qu'est-ce qu'on fait? On ferme? Ah non, on ne peut pas fermer parce que le politique du coin dit non, 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 surtout pas. Ça me fait des voix en moins. Donc, il y a vraiment des aspects qui sont aussi là, des aspects éthiques, hein, qui doivent être pris en compte. Sur l'intervention précédente, hein, de Laurence, il y a tellement de choses à dire là aussi, hein, tellement sur ce qui se fait au niveau de son comité. Et juste, je vais prendre 2 ou 3 points pour bien mettre en exergue ces éléments sur l'iniquité, hein, l'iniquité territoriale en particulier. J'ai un exemple simple. Hein. J'ai un ami qui va faire un examen pour un marqueur du cancer de la prostate. Hein. L'année dernière, il avait 1. Cette année, il a 13. Je dis, bon, je lui explique sans trop expliquer non plus, je ne suis pas son médecin traitant. Et il me dit, oui, ben, j'ai été voir le médecin en urgence, comme tu me l'as dit, et il m'a dit qu'il y aura un IRM dans 1 mois. IRM dans 1 mois, quand on sait le retard pris au traitement sur de telles pathologies, parce pourtant, il n'habite pas au fin fond de la France, il habite dans le Loiret, à côté de Montargis, pour ceux qui connaissent un peu la France. Hein. Et voilà. Et là aussi, on peut avoir des examens plus rapides des fois, mais dans des structures privées. Donc là aussi, inégalité. Et dernier aspect que je voulais mettre en exergue, bah, c'est l'importance de la prévention, hein, dont il a été fait état. Malheureusement, en France, par exemple, ça fait longtemps qu'on dit que la prévention doit être mise en première ligne, et on ne voit jamais l'arrivée des subsides. Et oui, voilà ce que j'avais aussi oublié de dire, c'est que, bon, vous comprendrez que moi, je suis pour qu'il y ait plus de structures publiques. Et ça a un coût, c'est sûr. Hein, donc, c'est un choix politique, là, on y revient. Donc, je pourrais dire encore beaucoup de choses, hein, mais je vais laisser peut-être d'autres pouvoir prendre la parole. Merci.
Merci infiniment Thierry. Alors effectivement, Elena doit se faire du souci parce que la deuxième partie est terriblement grignotée. Je pense que merci Laurence d'être venue. Maintenant, oui, on va peut-être laisser à Elena prendre. Est-ce que parmi vous, je suppose qu'il y a, ou en ligne, est-ce qu'il y a des demandes de parole rapides? Tu te mets là?